Lui, c'est Tadé Caron. À 19 ans seulement, il crée une solution pour venir en aide à sa maman. Et quelques années plus tard, ça devient Atana, une start-up valorisée à plusieurs millions d'euros. Classé au célèbre magazine Forbes des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus impactantes de 2025, il est récemment passé sur l'émission Qui va être mon associé. Mais derrière tout ce succès, ce que personne ne voit, c'est toutes les épreuves qu'il a dû traverser pour en arriver là. Dans cette interview, il nous révèle absolument tout. Son parcours, ses défis et toutes les choses qui lui ont permis d'arriver jusqu'où il est aujourd'hui. Et surtout, comment en partant de rien, on peut construire une start-up qui aide des milliers et des milliers de femmes au quotidien. Voici l'histoire de Tadé Caron. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Open Source Show. Aujourd'hui, on reçoit un jeune entrepreneur qui, à 19 ans seulement, a développé une solution pour aider sa maman. Et quelques années plus tard, c'est devenu une start-up valorisée à plusieurs millions d'euros. On reçoit Tadé Caron. Bonjour Tadé, Bonjour Tony, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va super. On est très ravis de te recevoir aujourd'hui dans The Open Source Show. Au cours de ce podcast, on va parler un peu de ton histoire, ton parcours, comment tu as fait pour, pour développer cette solution, pourquoi tu l'as fait, Ouais. et un peu les travers de ton quotidien d'entrepreneur et ton aventure. Ok, trop cool. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut savoir sur toi? Bah écoute, moi je m'appelle donc Tadé Caron, j'ai 24 ans. Ça fait 4 ans que j'entreprends. Donc je me suis lancé à peu près dans la vingtaine lors de ma deuxième année d'école de commerce. Et justement, j'en suis venu à créer un produit qui permet de révolutionner la santé. Donc on va en parler beaucoup plus tard, mais un produit qui permet de soulager les bouffées de chaleur. Pourquoi? Parce que ma mère en était concernée et il n'y avait pas vraiment de solution. Donc voilà, j'ai commencé petit et de fil en aiguille, le projet a grossi, grossi, grossi. Et j'ai dû me mettre à temps plein. Donc voilà, on va en discuter. Ok, sympa. Et donc, du coup, ça part vraiment d'une situation que tu as observée dans ton quotidien par rapport à ta maman. Comment est-ce que tu l'as vécu d'abord et d'où ça t'est, tu sais, venu l'idée, Mmh. toi qui n'as pas un parcours ingé ou tech, Ouais. on va en reparler. Tu vas nous dire comment tu as fait pour développer la solution. Mais du coup, d'où tu pars? Bah, d'où je pars? Écoute, je pars de 19 ans. Donc c'était, 1re année d'école de commerce. J'ai pas d'argent. Ma famille, ils font leur possible, mais c'était compliqué, de me soutenir dans mes études. Donc j'étais à la Sorbonne à l'époque. Ok. J'ai vite compris qu'il fallait que je me débrouille un peu solo. Donc j'ai dû m'arrêter, me mettre à temps plein en tant que barman. Donc j'étais serveur pendant 4 5 mois, le temps de me faire un petit capital. Et après, il y a quelque chose en France qui est super intéressant et qui est très commun aujourd'hui, mais qui l'était pas du tout avant, c'était l'alternance. Et donc, Ok. mon objectif à l'époque, c'était de trouver une alternance pour avoir un salaire et en même temps être étudiant. Et donc, je me suis renseigné, j'ai pris la première école de commerce qui passait, qui m'acceptait. Donc, voilà, une école de commerce standard qui n'était pas du tout dans les tops. Et j'ai trouvé une alternance dans le BTP. Donc, j'étais commercial. Et écoute, donc c'est venu de là au début puisque, j'ai travaillé en tant qu'alternant, dans le BTP, et c'est là où j'ai compris que, bah, je peux travailler, de manière, optimale et que, bah, être entrepreneur, c'est travailler pour soi-même. Et donc c'est là où j'ai eu un peu cette fibre entrepreneuriale où je me suis dit: «OK, il faut absolument que je travaille pour moi. C'est trop cool de travailler pour des boîtes, on apprend plein de trucs, mais aujourd'hui, vu que je suis de plus en plus autonome, je veux travailler pour moi». Et là, il s'est passé, donc un constat super simple qui Ouais. était que, bah, ma mère avait des grosses bouffées de chaleur, lorsque, voilà, elle était à la maison ou au travail ou dehors. Et je l'ai interrogée un peu, je lui ai dit: «Mais c'est pas possible, tu vas pas vivre avec ça, va voir un médecin». Elle m'a dit: «Bah, tu sais mon fils, je suis déjà allé voir des gynécologues, ils me disent tous la même chose. Il y a un traitement qui existe, mais c'est hormonal, c'est chimique. Il y a très peu de femmes qui l'utilisent parce que c'est risqué, et donc je vais vivre avec ça, c'est normal». Et là, Ok. je me suis dit: «Non, c'est pas normal. On va trouver la solution». Donc je me suis renseigné et ma mère, elle avait une recette de grand-mère qui était, d'utiliser un pain de glace qu'elle mettait au congélateur et à la maison, elle pouvait, se l'appliquer contre elle et se sentait un peu mieux. Donc c'était vraiment, une solution, grand-mère, grand-mère quoi, une recette de grand-mère. Et donc je me suis dit: «OK, le froid a des vertus pour soulager les bouffées de chaleur». Sauf que le froid, on peut pas le rendre portable. Quand tu sors avec, ça Ouais, dégouline, ça c'est pas assez ça froid, c'est dégonfle. trop froid, c'est voilà, c'est un peu bizarre. Et donc j'ai découvert une technologie qui s'appelle la thermoélectricité et je me suis dit: «Il faut à tout prix que j'arrive à rendre le froid portable». Et dans ma tête, comme le froid était utilisé depuis des milliers d'années, enfin non, des centaines d'années, on va dire,
pour le bien-être de l'homme, en fait, pour Ouais, la pour conservation, oui, pour récupération musculaire, même pour le exactement. corps, ce genre de C'est utilisé choses. depuis très longtemps. Personne n'a trouvé le moyen de rendre le froid portable et je voulais être les premiers. Donc c'est Ok. parti de là. D'accord. Parce qu'on le rappelle, la solution que tu as développée qui s'appelle ERA, qui Mm. permet de soulager les bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées, qui est un sujet, on va le dire encore aujourd'hui, un peu tabou. Mm. Toi, en tant que jeune homme, comment tu es perçu par tes consommateurs? Parce que c'est pas facile de convaincre. C'est pas facile de convaincre et ça l'était encore moins avant. C'est-à-dire que justement, j'avais l'idée de créer donc, ce qu'on appelle un dispositif de cryothérapie portable. Donc la cryothérapie, c'est un terme que je vais beaucoup utiliser. Donc c'est la définition, c'est le bien-être par le froid. Et donc je voulais créer un produit qui faisait de la cryothérapie portable, donc un peu un glaçon électronique embarqué. Et donc c'était extrêmement dur au début de déjà d'être un jeune homme et de s'attaquer à un projet qui vise à améliorer la santé féminine. Donc on n'est pas légitime. Et c'est d'autant plus compliqué que mon projet avait des barrières technologiques très importantes. Ouais. Et donc au début, de justifier ça alors que le produit, il est loin d'être créé, que la technologie est pas maîtrisable au début, et cetera, c'est compliqué de paraître sérieux. Donc c'est vrai que je me suis pris un paquet de vents, de barrières, d'obstacles et de fil en aiguille, quand j'ai prouvé la véracité de mes propos, c'est-à-dire quand j'ai réussi à créer un prototype, on va en parler après avec, plein de partenaires, et que j'ai pu le faire tester aux premières personnes et après le commercialiser, c'est là qu'on me prend enfin au sérieux. Mais je vais pas mentir, même aujourd'hui, ça reste compliqué d'être un jeune homme et de parler de ménopause. Et je le conçois totalement. Je le conçois totalement. Ça renvoie vers un sujet qui est très privé, qui est tabou. Et c'est là aussi où je veux dire que oui, certes, j'ai créé un produit pour ma mère, donc c'est la ménopause, mais le froid est utilisé pas seulement pour la ménopause. On veut créer une solution pour les sportifs avec la récupération musculaire par le froid. On veut soulager les migraines, on veut soulager les troubles musculo-squelettiques et on veut aller beaucoup plus loin même avec les canicules. On va avoir des canicules de plus en plus chaudes. Il y a des Oui. enfants en bas âge ou des personnes âgées qui sont très très vite, enfin qui peuvent être très fragiles face à ça. Et donc plus tard, la vision de Datana, c'est d'aller beaucoup plus loin et de tout simplement rendre le froid portable en Ben, général. on va en revenir, on va arriver là. Mais avant ça, BTP, Ouais, Tech, école de co. ouais, Je pense qu'il y ouais, a rien des à voir. briques qui manquent. Mm. Et comment ça se passe les débuts pour développer le produit? Parce que je pense que t'as pas un profil ingé et tout. C'est Ouais. quoi la story? Comment ça se passe? Tu fais appel à des experts, à un Ah ouais, c'était BU un ou... film, hein. C'était un film à l'époque. En fait, voilà, j'ai l'idée de créer un glaçon électronique portable. Je remarque cette technologie, donc qui est la thermoélectricité, qui, dans les grosses lignes, permet de brancher ce qu'on appelle un module thermoélectrique à une batterie pour faire une différence de température. Donc en fait, c'est même pas une technologie qui permet de faire du froid, c'est une technologie qui permet de faire une différence de température. Donc ce module, on peut le commander sur Amazon, on peut le brancher à une batterie, mais il va faire rien de plus que chauffer puisque bah, il y aura une partie froide, une partie chaude. Ouais. Et moi, toute mon idée et l'innovation que je voulais développer, elle était dans la dissipation thermique pour en fait révolutionner un peu ce secteur-là et augmenter la partie froide. Et ça, quand j'en ai parlé au début avec des techs, ils étaient en mode bon, écoute, t'es pas tech, mais reste pas tech, parce que ça sert à rien, quoi, tu comprends pas. Et moi, j'étais buté, je voulais absolument trouver une solution. Et donc très vite, j'ai commencé à créer un dossier. Donc je me suis intéressé à la technologie. À l'époque, il n'y avait pas de chat GPT, donc c'était vraiment des Oui, il recherches fallait tout faire à la assez main, aller littéraires. Et regarder d'ailleurs, sur je Google. trouve que c'est important aussi que j'ai fait ce travail-là. Donc j'étais à la Bibliothèque de France pour analyser des annexes, des études, des choses très compliquées. Et c'est là où j'ai compris que je pouvais y arriver, mais il fallait que je m'entoure correctement. Et donc, j'ai créé un dossier, j'ai créé ce qu'on appelle un deck, une présentation de mon idée, de la taille de mon marché, de la possibilité de le faire. Ouais. Et je suis devenu étudiant entrepreneur. Donc, j'ai postulé à Pépite France. Je suis devenu étudiant entrepreneur. Et j'ai cru que ça allait me dérouler un tapis rouge. Ouah, on a un inventeur ici, on va l'aider. J'ai cru que j'allais avoir très très vite des centaines de milliers d'euros pour investir, pour financer un peu la technologie. Au final, pas du tout. Mais ils m'ont beaucoup aidé quand même. Donc, je suis arrivé étudiant entrepreneur. J'ai dit, bon, je ne suis pas tech. J'ai 19 ans, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau. Comment faire? Et ils m'ont dit, OK, t'inquiète pas, ça va y arriver. Enfin, tu vas y arriver. Il faut il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Et en fait, tu remarques que quand tu te lances dans la tech, la moindre innovation va être super coûteuse. Et ils m'ont dit, écoute, si tu vas avoir un bureau d'études technologiques,
Ils vont te prendre des milliers d'euros. C'est normal parce que la prestation coûte cher. Oui. Par contre, tu peux aller voir des Fab Labs. Donc, les Fab Labs, c'est des bureaux d'études universitaires. Et donc, c'est des étudiants, le plus souvent en bac+5, qui permettent aux étudiants en bac+1 de réaliser leurs projets scolaires, etc. Et il s'avère que ces Fab Labs permettent aussi à des entrepreneurs ou à des inventeurs de payer des petites prestats pour leurs projets. Et donc, j'en ai contacté 10. Donc, il y a quoi? Il y a le Fab Lab de Polytechnique, de Centrale Supélec. Je voulais un peu ce prestige parce que voilà, je voulais aller voir les bonnes personnes. Et donc, moi, j'étais vraiment focalisé sur Centrale Supélec, qui avait un Fab Lab génial. J'ai pu lire pas mal d'articles sur ce Fab Lab là et je voulais absolument y aller. J'envoie un premier mail, pas de réponse. Un deuxième mail, pas de réponse. Je trouve un numéro, on me répond pas. Donc là, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Et donc, je fais quoi? Je prends ma mobilette, direction Gif-sur-Yvette, donc la ville où Centrale Sup est Ouais, je située. pense qu'il y a plein d'universités là-bas d'ailleurs. Ouais, c'est ça, énormément. Bah, c'est ce qu'on appelle Paris-Saclay, donc c'est un bassin d'innovation, c'est la Silicon Valley française. Et Ok. donc, le Fab Lab de Centrale Supélec était là-bas. J'y vais, j'ouvre la porte donc de Centrale, je cherche Fab Lab, je cherche le truc, je demande, je trouve un Fab Lab, porte du directeur, je toque à la porte du directeur et il me dit t'es qui? Bonjour, je m'appelle Tadé, je suis entrepreneur, j'ai 19 ans et je veux créer ça. Et donc là, je lui montre mon deck, donc une présentation avec des images Shutterstock qui n'étaient même pas payées, où voilà, j'étais en train de scroller et il m'a dit mais qu'est-ce qu'il est fou celui-là? Et il m'a dit ok, je trouve marrant, vas-y, viens les mardis et jeudis en soirée. Tu viens les mardis et jeudis en soirée et il y aura du coup des étudiants en bac+5 qui pourront te donner un coup de main. Et j'y suis allé pendant 2 mois, chaque semaine, essayer de comprendre la technologie, essayer de rencontrer du monde, de me faire copain-copain avec des personnes qui pouvaient m'aider. Et j'ai pu créer un prototype au bout de 2 mois. Ok. Et du coup, ces étudiants que tu rencontres, que ça se passe comment avec eux? Est-ce qu'ils sont plutôt plus ou moins réceptifs dans la phase, vu que techniquement, tu n'as pas vraiment Mmh. la maîtrise? Est-ce que la Ouais. communication avec eux, la collaboration, se passe, comment ça se passe? Bah, en fait, déjà, ça, c'est un move de pirate. On peut appeler ça un move de pirate puisque personne ne fait ça. Si tu envoies des mails et que tu as pas de réponse, bah, tu te focalises sur un autre Fab Lab et au final, tu te retrouves dans un endroit qui est différent. Moi, je voulais vraiment ça, j'étais vraiment buté et je me suis dit: «Je vais au culot». Donc déjà, c'était un peu bizarre, de me dire, «Ah, tu en quelle classe?» «Ah, mais moi, je suis pas scolarisé ici». «Mais comment t'es arrivé là?» Bah, j'ai toqué à la porte. Donc c'était un peu drôle au début, voilà, les premières conversations étaient assez drôles. Mais c'est vrai qu'au début, bah, au final, on va boire un verre, on sort, on prend une petite pause, on se fait un peu copain-copain avec certaines personnes d'ailleurs qui sont encore aujourd'hui, pour certains, mes amis et dans mon entourage proche. Mais au final, ils ont trouvé la démarche plutôt drôle, donc le culot a fonctionné et ils m'ont surtout beaucoup aidé. Donc on a pu faire la CAO, on a pu, brancher, le module thermoélectrique Ouais, à une batterie. c'est quoi la Ouais. CAO, enfin, pour ceux Ouais, en qui ne fait, on a savent pu, pas ce que la CAO, c'est la modélisation 3D. Ok. Donc moi, à l'époque, j'avais, évidemment le prototype que je voulais faire au début, il a rien à voir avec le produit final aujourd'hui. Mais globalement, j'avais une idée en tête, donc moi, j'avais aucune compétence. Ils m'ont aidé à modéliser, ils ont pris du temps pour moi. On a commandé, ce qu'il fallait sur des sites, électroniques. On a commencé à programmer une première carte élec, mais c'était vraiment, une Arduino ou je sais pas quoi. C'était vraiment au début, c'était quelque chose donc ce qu'on appelle un POC, donc une Ok. preuve de concept. Et c'était vraiment, il faut pas que le produit soit beau, il faut pas qu'il soit petit, voilà, il faut qu'il soit juste fonctionnel. Et on Fonctionnel, était oui. buté sur ça justement. Ok. Et du moment où tu as ce POC, c'est quoi la démarche à suivre, ce que tu fais après? Et ben justement, une fois que j'avais ce POC là, j'ai pu postuler à des incubateurs. Mm. Donc j'ai rejoint, donc j'étais déjà étudiant entrepreneur, mais Pépite, ce n'est pas un incubateur, mais j'ai rejoint Station F. Et donc la Station F, pour ceux qui savent pas, ça se présente comme le plus gros accélérateur de start-up en Europe, du monde même, donc plus de 2000 start-up. Et c'est vraiment un nom de prestige. Donc c'est un organisme qui a été créé par Xavier Niel. Et donc j'ai postulé à cet incubateur-là et j'ai été pris. Et ça, c'est extrêmement rare. Il y a seulement 2% des startups qui postulent qui sont prises. Et donc, c'était grâce à mon POC que j'ai fait avec Central Sup, où j'ai pu envoyer des vidéos, j'ai pu me présenter à des entretiens, donc des concours de pitch, etc., pour rentrer à cet incubateur, où justement, j'ai pu me montrer ce POC et ils m'ont accepté, puisque j'avais déjà fait une démarche qui était voilà, une démarche où j'avais donné corps et âme pour y arriver. Et c'est ça qu'ils ont apprécié. Donc, ils m'ont ouvert les portes
de Station F. Et c'est là où j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont aidé à structurer la partie financière, qui m'ont aidé à structurer la partie commerciale, industrielle, etc., etc., qui m'a donné aussi une légitimité auprès des futurs partenaires, puisque bah, quand on incorpore Station F, c'est pas rien. Quand on a un premier POC, c'est pas rien. Donc c'était vraiment le début pour moi et c'était ma démarche à Central Sup où j'ai fait le pirate qui m'a permis de passer les premières barrières, on va dire. D'accord. Et on en a discuté. Les débuts, ils étaient pas très évidents. Les débuts, notamment avec tes premiers associés. Ouais. Comment est-ce que tu as géré cette situation? Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, bien sûr. Bah, évidemment, comme vous l'avez compris, je suis pas tech. Aucun diplôme tech, commercial à peine, puisque bah, voilà, j'étais en école de commerce et c'était très limité au début. Par contre, moi, j'étais assez conscient du fait qu'il fallait absolument que je m'entoure des bonnes personnes. Et encore une fois, je dirais qu'aujourd'hui, la principale qualité d'un entrepreneur, c'est sa faculté de s'entourer des personnes meilleures que lui, uniquement. Un entrepreneur ne peut pas tout faire. Il faut qu'il comprenne tout. Il ne peut pas tout faire. Et donc, il faut qu'il pioche une personne sur la partie industrielle qui est meilleure que lui, la partie commerciale qui est meilleure que lui, et lui, Ouais. c'est un chef d'orchestre. Et donc, c'était une vision que j'avais aussi avant. Et j'étais vraiment à fond sur trouver un CTO, donc un directeur technique, et à Station F. Donc, j'ai fait la rencontre de deux personnes qui avaient 50 plus que moi, donc un peu plus grandes, qui avaient un diplôme d'ingé, qui étaient forts à la fois dans le développement full stack, donc hardware, software, et un autre sur la partie industrielle. Donc, pour moi, c'était le tiercé gagnant. Il fallait qu'on fasse un deal ensemble, il fallait qu'on s'associe. Et au début, bah, j'étais comme dans un rêve, si tu veux. Ok, j'ai les bonnes personnes, on a le bon organisme, on est à Station F, c'est pas rien. On commençait à participer à des concours de pitch, donc on commençait à prendre 2 000, 10 000 euros par mois de temps en temps pour financer la boîte. Ça commençait enfin, les rouages de la boîte commençaient à se structurer. Et on a quand même été associés pendant 6 mois ensemble. Donc, on avait signé tous les papiers, on avait fait une séparation du capital. Moi, j'avais 40%, un autre 40% et un autre 20%. Oui, et ça, Donc c'était là, fait via le pacte on d'associés, a fait c'est un ça? pacte, etc. Et heureusement qu'on l'avait fait d'ailleurs. Et donc, moi, je me retrouve, si tu veux, minoritaire à 40%. Et eux, ils avaient une structure ensemble. Ils étaient amis de base. Donc, c'est mes erreurs du début. Et heureusement que je les ai faites. C'est ce que chacun va expérimenter lui-même. Mais globalement, on s'est associés pendant 6 mois. On a développé le produit. Ils avaient des compétences. J'avais des compétences. Au début, ça fonctionnait. Et de fil en aiguille, quand le projet s'est structuré, donc quand en fait, moi, j'ai participé à énormément de concours de pitch. Quand tu es entrepreneur, que tu lances une startup, il y a énormément d'appels à projets que tu peux trouver en ligne, que tu peux trouver de bouche à oreille, où tu participes, tu envoies un dossier, après ils te sélectionnent ou non. Moi, le plus souvent, j'étais sélectionné. Après, ils t'invitent à un pitch. Donc, tu pitches pendant 5, 10 minutes, 3 minutes. Et après, c'est une soirée où il y a une remise de prix. Et dans les prix, tu as des accompagnements, mais tu as aussi des montants financiers. Et donc, moi, en 6 mois, j'avais récolté 100 000 euros. Enfin, c'était énorme. J'avais gagné plus de 20 concours. Enfin, c'était un truc de malade. Je faisais des pitchs chaque semaine. Chaque semaine, je mettais le feu et j'arrivais à convaincre. Donc, on avait un budget de 100 000 euros avec Ouais. donc mes deux associés. On s'est dit, OK, génial, on va pouvoir industrialiser le produit. Puisque là, on avait quand même fait plus de 20 prototypes avec ces deux personnes-là. Ils étaient bons dans le développement technique à petite échelle. Et donc, une fois qu'on a le prototype, si tu veux, que ça fonctionne, on passe à ce qu'on appelle le MVP, c'est le Minimum Viable Product. Et ce MVP-là, on a réussi à le faire. Mais après, pour passer du MVP à industrialiser un produit, mais il y a un univers. Du prototype au Ouais. MVP, ça va. Du MVP au produit final, mais industriel, avec une chaîne de production, une logistique, des matières premières qui viennent de partout dans le monde. Enfin, c'est un bordel. On le rappelle, hein, Mm, enfin, pour ceux qui n'ont pas vraiment le jargon, un MVP, mm. c'est justement un produit qui respecte du coup la fonctionnalité de base minimale que tu vas avoir Ouais. pour ce que tu veux faire. Notamment dans le cas de l'IRA, c'était faire du froid Mm. et pouvoir contrôler ce froid. Ouais. Donc ça vient après le POC du coup. Exactement, exactement, c'était ça. C'était, si tu veux, on avait un POC qui fonctionnait, un prototype qui était OK, le MVP qui était OK, donc qui était un peu plus design, qui fonctionnait beaucoup mieux, qui était prêt à le tester sur notre marché. Donc, on a ce MVP-là, on l'a fait tester à des centaines de personnes, c'était concluant. Mais entre bidouiller un truc à la main avec le fer à souder, avec les composants, que tu peux tout rectifier manuellement et créer une chaîne de production pour plusieurs milliers d'unités, ça n'avait rien à voir. Et le souci qu'on a eu avec mes associés, mes ex-associés,
C'était le moment où on a fait une campagne de précommande. Donc, on a fait une campagne de précommande sur Ulule parce que quand tu n'as pas d'argent, parce que 100 000 euros, quand tu lances un projet hardware, c'est que dalle. Quand tu n'as pas d'argent et que tu as des ambitions industrielles, c'est des millions d'euros qu'il faut là, c'est assez différent. Et donc, le fait de faire une campagne sur Ulule, ça permet de prouver à des potentiels investisseurs qu'il y a une traction sur le marché. Donc, Ok. ça permet de prouver que de dire, bon, là, aujourd'hui, on n'est pas capable de vendre des milliers d'unités parce qu'on n'a pas les capacités industrielles, mais on va faire des précommandes. Donc, les gens pourront payer le produit, le recevoir plus tard. Et c'est ça qui va nous permettre de prouver qu'il y a une traction et donc de lever des fonds pour vraiment le rendre industriel. Ouais. Et donc, on a fait cette campagne sur Ulule qui a bien fonctionné. Donc, on avait plein de gens qui précommandaient, qui étaient engagés alors que le Et, produit était cher. et c'est vrai que Mm. c'est une pratique qui est très courante quand on démarre dans Mm. l'industrie, de faire une campagne de précommande. Ça sert à deux choses, comme tu as dit, préfinancer, c'est bien ça, préfinancer C'est déjà ça, ouais. les travaux qui sont faits sur le projet, et de deux, Mm. prouver qu'il y a une traction, un certain intérêt derrière le produit. Il Ouais. y a plusieurs plateformes pour le faire. Toi, tu as dit t'as dit que tu étais passé par Ulule, Ouais. c'est bien ça. Est-ce que c'est accessible pour tout le monde, pour ceux qui veulent se lancer, par exemple? Comment Ouais. faire pour mettre sur pied leur programme Ouais. de précommande ou de pré-sales, Les comme on dit précommandes, souvent? c'est un levier extrêmement important, extrêmement bien pour lancer un projet, puisque bah, vous vendez du marketing. Il n'y a pas de produit, mais vous vendez un produit. Donc, ça veut dire que vous avez accès à des capitaux quand même intéressants. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut le rappeler qu'il y a plusieurs précommandes. Il y en a qui font pour financer de la croissance, donc pour financer vraiment un projet et pouvoir avoir les fonds maintenant pour industrialiser, pour produire, pour acheter du stock, pour faire plein de choses. Et il y en a d'autres qui font des précommandes juste pour prouver qu'il y a un marché. Moi, j'avais un produit qui n'existait pas. Donc, il fallait que je prouve Que qu'il y avait le un marché marché. existe. Sinon, les gens, j'en embarquais personne. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a prouvé qu'il y avait un marché avec les précommandes. Et donc, je conseille pour ceux qui sont intéressés par les précommandes de se tourner vers des plateformes comme Ulule ou comme Kickstarter à l'international, US. Et donc, ces plateformes-là permettent de créer une page comme une landing page, donc une espèce de mini site internet sur une plateforme. Et après, par contre, sur ce quoi il faut faire super attention, c'est que c'est impossible de juste créer un compte sur Ulule, de faire une page de votre projet et de croire que c'est bon, là, le projet, il va Ça va péter, marcher ça va comme marcher. par Non, non, il faut magie. faire du marketing, il faut s'y prendre 6 mois avant, il faut s'entourer de journalistes, il faut s'entourer de sponsors, il faut s'entourer de partenaires, il faut en parler 10 ans avant. Enfin, c'est vraiment une organisation très particulière. Il y a beaucoup de formations qui en parlent. Et donc, je conseille tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat de faire une campagne de précommande si vous êtes dans le hardware, si vous avez un produit à vendre ou si vous voulez avoir des fonds pour concrétiser le projet, c'est super important. Mais du coup, si tu veux qu'on revienne à ce qui s'est Ouais, passé après avec mes ex-associés, on a fait la campagne sur Ulule, on s'était préparé, article dans la presse, on passe à la télé, on fait plein de choses. Donc ça commence à bien fonctionner. On a des ventes, on a quelques centaines de produits à livrer. Donc c'est quelque chose de très stressant quand tu as l'argent de certaines personnes entre les mains ouais, et qu'il ne il faut pas faut rendre des décevoir, comptes. quoi. Ouais. Et il faut savoir que je ne connais pas les stats, donc je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il y a une majorité de projets qui font des précommandes et qui ne livrent jamais. Quand vous allez sur Ulule ou sur Kickstarter, vous allez dans le filtre projet financé, vous mettez le plus gros montant, vous cliquez sur les projets, vous allez voir que dans les messageries, c'est que des clients qui se plaignent qu'ils n'ont jamais eu le produit. Parce que bah, c'est aussi le jeu. Et donc, c'est quelque chose de très stressant pour un entrepreneur d'être dans ce. Enfin, voilà, d'être entre deux chaises finalement. Et moi, j'étais particulièrement stressé sur le moment. C'est vrai que j'avais pas cette maturité que j'ai maintenant. Et donc, j'étais en mode, OK, les gars, il faut absolument qu'on industrialise, il faut qu'on trouve une solution, etc. Et donc, j'ai commencé à faire tout un système de tableaux avec des tâches super précises sur on en est où et quand, on a besoin de quel budget, machin. Et donc, on avait très peu de financement. Et donc, j'avais séparé les tâches, enfin, on avait séparé les tâches avec mes ex-associés des bureaux d'études sur un avancement en escalier. Donc, une partie de la presta, on le prend en compte. L'autre partie, c'est le bureau d'études qui prend en compte. Après, c'est nous. Après, c'est eux. Et comme ça permet d'économiser au maximum. Ouais. Et au final, bah, mes gars en interne n'étaient pas assez investis et pas assez compétents d'un point de vue industriel C'est-à-dire que pour maîtriser ce sujet-là. Et donc, il y a eu des grosses embrouilles internes.
et on a dit: «OK, on n'est pas capable de travailler ensemble à ce niveau-là, ça va pas assez vite». Moi, il y avait mes bureaux d'études qui me disaient qu'on n'avançait pas, donc ils pouvaient pas avancer. On avait du retard sur plein de choses et moi, j'étais très axé sur ce que j'appelle la courbe d'apprentissage. Un jeune entrepreneur, il peut pas tout savoir, c'est normal, c'est naturel. On peut pas être, Elon Musk du jour au lendemain. Par contre, faut qu'on apprenne vite et c'est cette faculté d'apprendre vite qui fait que, on peut se démerder et qu'on sera un bon entrepreneur sur le futur. Et moi, j'ai remarqué que cette courbe-là, elle était pas maîtrisée par mes associés et donc on s'est dit mutuellement, «On peut plus travailler ensemble». Donc moi, ce qui s'est passé et surtout que j'étais minoritaire. Donc là, moi, j'étais vraiment pour le coup, je travaillais depuis 1 an sur un projet et ils pouvaient me virer à tout moment, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire ce qu'ils OK. voulaient, mais par définition, ils n'avaient pas forcément la capacité, comme je l'ai dit, de maîtriser, tout le spectre et donc de fil en aiguille, je me suis débrouillé pour leur faire une proposition qu'ils ont acceptée. Donc je les ai rachetés et aujourd'hui, voilà, j'ai pu depuis à peu près, début 2023. Depuis début 2023, c'est moi qui suis seul aux commandes. OK, ça c'est super, voir comment tu rebondis face à la situation. Mmh. Comment est-ce que tu repars de plus belle. Donc là, tu as un POC, tes associés te lâchent, enfin, Ouais, voilà, c'est ça. vous vous séparez comme tu as dit Mmh. et ensuite, tu as les précommandes qui est en cours. Ouais, c'est ça. Bah, je pense que j'imagine que tu devais être assez stressé à ce Ouais, moi, moment-là. j'étais à sec. J'avais plus d'argent sur mon compte pro. J'avais une alternante que je devais payer avec mon chômage et j'avais 700 € de chômage. Donc c'était la merde. C'était très, très compliqué. C'était une période, vraiment où je me rappelais, je tapais sur les murs tellement j'étais stressé. Enfin, il y avait nulle part où aller. Voilà et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais participé donc à un autre concours, avec Contrex à l'époque et j'avais gagné le concours de novembre. Donc j'avais gagné un concours de novembre et Contrex, ce qu'ils font, c'est qu'ils récompensent des porteurs de projets OK. et à la fin de l'année, ils récompensent le méga porteur de projet. Donc en gros, tous ceux qui ont gagné janvier, février, mars, avril, il y en a un par mois sur des milliers. Et dans les 12 de l'année 2022, ils en récompensent un seul. Et donc c'était moi qui ai gagné le concours annuel 2022. Donc j'avais gagné 10 000 €. Et donc ça m'a reboosté. J'étais en mode, bon, bah, au moins, je pourrais payer mon alternante. Enfin, voilà, moi, je pourrais vivre avec mon chômage, cool. Je pourrais lancer une petite presta je pourrais améliorer ça, je pourrais payer mon fournisseur que j'ai galéré à payer, donc il me fera confiance pour me livrer plus tard. Enfin voilà, il y avait tout un micmac qui m'a redonné foi Ouais. et heureusement. Et après, j'ai pu retrouver un nouvel associé, donc que j'ai contacté sur LinkedIn. Mec, j'ai vu que tu fais un projet industriel, suis-moi. Moi, je fais Atana. Est-ce que tu es chaud? Et donc, c'est encore la personne avec qui je travaille aujourd'hui qui maintenant s'occupe de toute la R&D et la partie industrielle. Et là, pour le coup, bah, j'ai sélectionné une personne et j'ai convaincu une personne qui avait déjà fait des millions et des millions de chiffres d'affaires sur une boîte industrielle, qui a commercialisé de l'électroménager à grande échelle, OK. qui était monté à plus de 50 employés. Et c'est ça qui m'a permis, bah, voilà, encore une fois, trouver une personne qui est meilleure que moi pour pousser mon projet au plus haut. OK. Donc on comprend là que s'entourer, c'est la clé, C'est la clé. c'est vraiment la clé pour entreprendre. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? Combien de personnes travaillent avec toi Aujourd'hui, on aujourd'hui est sur le 6. projet? On est 6 aujourd'hui, donc c'est une petite équipe, mais une start-up, en fait, la définition même d'une start-up pour moi, c'est faire beaucoup avec rien. Avec rien, C'est-à-dire ouais. qu'on a levé des fonds, donc pour certains, ça peut paraître beaucoup, voilà, presque 1 million d'euros, et cetera. Mais au final, pour de l'industrie comme la mienne, c'est pas énorme puisque, bah, voilà, on va parler d'un sujet très clair, ça va mettre au calme tout le monde. Mes concurrents ont levé respectivement, donc j'ai deux concurrents qui sont aux US, ils ont levé 80 millions et 175 millions OK, de dollars. on n'est pas Donc sur la voilà, même moi, échelle, moi j'ai levé en à peu tout près 1,2 million, donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on pèse au micromètre ce qu'on dépense. Et donc aujourd'hui, on est 6, 2 cofondateurs et 4 employés à peu près. OK. Et une fois que tu as le produit, une fois que tu vas sur le marché, faut trouver des soutiens, des personnes qui t'accompagnent. Comment tu vas vers ces gens-là, où tu les trouves, des investisseurs, que ce soit des invests, des conseillers ou des gens à ton board? Aujourd'hui, il y a des scientifiques, des médecins, avec qui tu travailles. Comment est-ce Mmh. que tu les contactes, tu les trouves? Comment je les trouve? Écoute, moi, j'ai fait beaucoup d'événements. J'ai participé à énormément de choses. Dès qu'il y a un événement entrepreneurial, j'y vais, je rencontre du monde, je parle de mon projet. Encore une fois, ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui veulent créer une boîte, qui ont une idée,
une invention nouvelle, un projet qui se démarque, quelque chose qui n'existe pas, il faut en parler à tout le monde en permanence. C'est la clé, ne pas croire qu'on va vous voler l'idée. Donc moi, j'étais vraiment la pile électrique qui en parlait à tout le monde tout le temps. Dès que j'avais un événement entrepreneurial à Paris, j'y allais direct. Je parlais à un maximum de monde, je me faisais un réseau, je construisais un truc sérieux. Et de fil en aiguille, il y a un tel qui connaît un tel qui connaît un tel qui vous fait, qui vous ouvre du financement, qui vous ouvre un incubateur, qui vous ouvre un partenaire. Et donc, c'est là où j'ai pu m'entourer de plusieurs partenaires. Donc, il y a eu des incubateurs. J'étais incubé à Eurasanté à Lille, où on a pu travailler avec des médecins. Il y a eu une occasion de partir en Corée du Sud pour tester le marché là-bas. Encore une fois, ça, c'était une rencontre lors d'un salon. Donc voilà, toujours être dans la proactivité et rencontrer les bonnes personnes. Typiquement, il y a un sujet qui est fondamental pour énormément d'entrepreneurs et de start-upers, c'est la partie financement, encore plus pour mon secteur. Il faut se financer. On ne peut pas vivre sans lever de fonds dans mon secteur. On ne peut pas se financer avec la croissance. Donc, il faut qu'on convainque des investisseurs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il faut connaître du monde. Il faut connaître du monde qui connaissent des investisseurs qui, de fil en aiguille, vous mettent en relation. Et il faut défendre le projet coûte que coûte. Et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre, à faire entrer des personnes au capital, à faire un effet de levier et lancer la boule de neige, si tu veux. Ok, là, tu parlais justement de lever des fonds. Ouais. Il y a un peu des sentiments mitigés à ce Mm. propos-là au sujet de la levée de fonds. Il y en a qui sont plus pour, il y en Mm. a qui sont plus contre, surtout que c'est un peu se diluer. Ouais. Toi, c'est quoi ton regard sur la question? Moi, mon regard sur la question, c'est-à-dire que la levée de fonds, elle n'est pas faite pour tout le monde. Il y a certains entrepreneurs qui ont besoin de la faire parce qu'ils ont un secteur qui est spécifique, comme je l'ai dit. Donc, ceux qui ont l'innovation, de la tech, etc., bah, c'est important qu'ils lèvent et qu'ils convainquent des investisseurs pour créer leurs produits et surtout pour le commercialiser, en fin de compte. Puisque bah, le marketing, ça coûte très, très cher au début. Il faut mettre un gros budget au début et pouvoir après récolter les résultats. Mais globalement, il y a plein de projets et c'est ce que je kiffe. Donc, encore une fois, la levée de fonds, c'est pas une fin en soi. Il y en a beaucoup qui pensent que voilà, c'est en levant des millions d'euros qu'on devient famous, qu'on a une boîte qui tourne, etc. Bah, moi, je suis vraiment pas d'accord. C'est vraiment en fonction du secteur dans lequel on est. Et typiquement moi, j'ai un grand respect pour les entrepreneurs qui font du bootstrap. Donc, le bootstrap, c'est se financer avec sa croissance, se financer avec son chiffre d'affaires. Donc, en gros, vous vendez un produit ou un service, vous avez du chiffre d'affaires, vous faites du bénéfice, et ce bénéfice permet de réinvestir dans la boîte. Et c'est une boucle qui tourne et qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et après, tu finis avec une boîte qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui n'a aucune dette, qui ne doit rien à personne, où un entrepreneur ou plusieurs sont seuls aux commandes, puisque quand tu lèves tes fonds, tu vends une partie de ta boîte, tu vends une partie de ton projet, et tu vends aussi une part de décision, en fait. Ouais, une C'est-à-dire part de que tu n'es plus tout souveraineté. seul à décider. Tu Ouais. dois des comptes. Et tu as des investisseurs qui peuvent te casser les pieds, qui peuvent arriver au board. Moi, c'est pas mon cas. J'ai des investisseurs qui sont super. Et un grand respect pour les investisseurs parce qu'ils ont cru en moi. Ils ont tous une compétence folle de secteur spécifique. Il y a la BPI qui a investi aussi, qui nous a fait confiance. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir les investisseurs que j'ai aujourd'hui. Mais je connais des histoires qui sont vraiment pas drôles où il y a des investisseurs qui ont pris le contrôle de certaines boîtes et qui ont viré l'entrepreneur qui l'avait Ouais, créé. c'est monnaie Donc, courante, ça. c'est pour ça que moi, je pense que si je recrée un business plus tard, ça va pas forcément être sur le même secteur. Et je vais aussi, je pense, enfin, moi, je suis très attiré par le bootstrap, puisque pour moi, c'est ça le business, en fait. Donc, pour toi, c'est se lancer de zéro, essayer Mm. d'y aller avec la traction même propre à ce qu'on génère comme activité, c'est bien ça? C'est ça. En fait, il y a aussi un sujet. C'est que, il y a énormément de startups, donc voilà, je veux pas dire des stats qui sont pas vrais, donc je vous laisse aller vérifier, et cetera. Mais globalement, il me semble qu'il y a 90 des boîtes qui crashent au bout de 3 ans. Ouais. Et en fait, on se retrouve avec un taux de réussite qui est extrêmement faible, qui s'explique pour plusieurs sujets, pour la partie financement, pour la partie gouvernance, parce qu'au final, le produit n'a pas plu, et cetera. Mais il y a beaucoup de projets qui commencent avec une vision folle, avec des chiffres fous, avec des fois 100 sur des tableaux Excel. Et donc, on va prendre l'exemple de Insect, des entrepreneurs français qui ont eu l'idée de créer une ferme d'insectes pour nourrir la population qui va exploser. Donc, on n'aura pas assez de viande, on n'aura pas assez de nourriture. Donc, on va élever des insectes pour se nourrir. Et donc, l'idée est folle. On va révolutionner un secteur alimentaire pour nourrir des milliards de personnes, pour nourrir ceux qui ont faim. Enfin, voilà, ça plaît. Sauf ce qu'ils n'ont pas vérifié, c'était que personne voulait manger des insectes, en fait. Et donc, quand ton étude de marché, tu l'as pas faite, et ben, au final, tu vends une vision folle à des investisseurs. Tu arrives à les convaincre parce que, enfin, comment dire, là, on va s'éparpiller, mais
tu arrives à les convaincre parce que dans ton plan de financement, tu vends qu'à partir de 3 ou 5 ans de fonctionnement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent, OK les gars, on ouvre une boîte pendant 5 ans et c'est seulement au bout de 5 ans qu'on va commencer à commercialiser et on va faire des milliards. Donc normal, en fait, comme sur le moment, tu fais pas de CA, tu n'as pas approuvé le marché, en Ouais. fait, puisque tu dis que c'est plus tard que tu vas le faire. Et donc, il y a énormément de boîtes qui ont une vision folle, qui vendent ça à des investisseurs, mais qui, au final, sont voués à l'échec, puisque quand ils arrivent à sortir le produit, personne n'en veut. Et il y a beaucoup de startups qui ne font pas attention à leur marché. Donc, quand on revient sur ce qu'on avait dit il y a 2 minutes, c'est que dans le bootstrap, c'est impossible. Si tu ne vends pas, tu finances pas. Si tu ne vends pas, tu grossis pas. Donc, au final, tu te retrouves avec des petits projets. Tu lances, tu fais un site internet en un week-end, tu testes un produit. S'il ne marche pas, tu passes à autre chose. Tu testes un produit, s'il ne marche pas, tu passes à autre chose. Et en fait, tu testes, tu testes, tu testes, et tu restes pas 5 à 10 ans buté sur une idée qui de toute façon ne va pas fonctionner. Et donc, ceux qui font du bootstrap, ils peuvent avoir 10 échecs, 15 échecs, 20 échecs, mais au final, ils vont trouver une idée qui fonctionne. Et moi, j'ai des potes, grand respect à eux, qui ont fait ça justement, qui ont raté 5 6 fois. C'était pas évident, et ils ont trouvé le produit qui a fonctionné, et ils se financent qu'avec leur croissance. Ok, ça c'est génial, c'est intéressant de voir ta vision du bootstrap, toi qui a levé du coup pour Atana. Et c'est aussi, ça prouve que tu as un certain recul Ouais. sur la question, sur ta méthodologie. Maintenant, si moi, demain, je voudrais me lancer, enfin, de toi, de zéro, et que j'aimerais faire une levée de fonds, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'il faut? Où est-ce qu'il faut aller? Ouais. Par où commencer? Déjà, la levée de fonds en ce moment, donc là on est en 2026, pardon, la conjoncture, c'est pas la meilleure. Donc on est dans un climat de crise économique. Les investisseurs ont moins de budget qu'avant. En 2018, c'était la fête, c'était l'apogée des levées de fonds en France. Là, c'est plus du tout la même chose. Donc c'est beaucoup plus dur de se faire financer. Ça, faut le prendre en compte. Et par la suite, c'est pas parce qu'on a une bonne idée, c'est pas parce qu'on vend un produit, c'est pas parce qu'on a des perspectives qui sont cool qu'on va forcément pouvoir lever des fonds. Pour lever des fonds, déjà, il faut une traction commerciale. Il faut avoir un background, il faut avoir des partenaires, il faut avoir un board en béton, il faut connaître beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est pas forcément quelque chose, encore une fois, sur lequel faut pas le voir comme un objectif, mais il faut le voir comme une solution qui peut vous amener à la croissance. Avant de lever des fonds, il faut dérisquer énormément de choses. Donc, avant de lever des fonds, il faut déjà concevoir un produit ou sourcer un produit. Il faut créer une communauté. Il faut faire du marketing qui fonctionne. Et c'est en fait d'un point de vue financier que vous allez voir que la levée de fonds peut vous apporter un bénéfice. Et c'est pas forcément une fin en soi de dire OK, je lève des fonds et je vois plus tard. Il faut faire et après voir comment on peut améliorer les process qui fonctionnent justement. Donc comment tu ferais? Bah, c'est-à-dire qu'il faut déjà que tu prouves qu'il y a un marché. Il faut que tu prouves qu'il y a une vision qui est grande et il faut que tu prouves aussi que tu peux faire un fois 10, un fois 50, un fois 100. Les investisseurs, c'est pas des enfants de cœur. Ils vont pas investir pour te faire plaisir. Ils sont pas là forcément pour industrialiser le pays. Ils sont pas là forcément pour augmenter la partie environnement. Parce qu'il y a beaucoup de fonds qui se focalisent sur des thématiques très précises pour, voilà, pour la santé, pour l'environnement, pour le climat, pour le social. Dans les faits, il faut pas oublier qu'un investisseur, il faut qu'il gagne de l'argent. C'est son essence même. Et heureusement d'ailleurs, parce que du coup, bah, s'il gagne plus d'argent, il peut plus financer personne. Donc c'est pour ça qu'ils existent. Donc derrière, il faut que tu arrives à valoriser quelque chose qui soit complet, qui a un delta supérieur, donc c'est-à-dire qu'il soit capable de faire, comme j'ai dit, un fois 10, un fois 100, etc. Après, c'est tout simple. Globalement, quand tu lèves des fonds, il faut que tu aies un réseau, il faut que tu conçois quelque chose donc, qui s'appelle une data room, qui est un ensemble de documents. Donc, tu peux retrouver un pitch deck, tu peux retrouver un prévisionnel financier, un business plan, des contrats potentiels que tu as avec des clients, une preuve de traction, donc une liste de clients, une liste de commandes, que tu prennes des screenshots de ton compte en banque pour prouver que tu dis pas n'importe quoi. Il faut que tu mettes la table de capitalisation, qui a investi au capital et pourquoi, où tu es passé, les CV, ce que tu as fait comme études, etc., etc. Cet ensemble de documents, il va être demandé par un fonds qui est potentiellement intéressé. Donc, tu vas démarcher des fonds ou démarcher des personnes. Tu vas leur parler 1 heure de ton projet. Et après, s'ils veulent aller plus loin, ils vont te faire plusieurs calls, donc qu'on appelle des rounds. Donc, round 1, round 2, round 3, etc. Et par la suite justement, si c'est concluant, ils vont te demander la fameuse data room. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir avancer avec eux. Et ils vont décider à la suite d'un comité d'investissement de mettre des billes ou pas. Ok, super. On le rappelle, tu figures dans le Third Under Third.
Mmh. des jeunes entrepreneurs 2025 français. C'est ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est pas rien, hein? Bah écoute, ouais, effectivement, donc Forbes sorti under 30, bah c'est très cool. On se retrouve à côté comment dire, Léna Situation, des frères Lebrun, du grand nageur Ouais. français, Les euh, champions olympiques, champion olympique, Léon Marchand, ouais. Léon Marchand, beaucoup de gros entrepreneurs aussi qui ont fait des levées de fonds folles, qui ont 150 employés. Donc moi, c'est une vraie surprise de figurer sur Forbes. Mm. J'étais pas du tout au courant. Je l'ai appris en même temps que tout le monde. Et écoute, je pense que enfin, ça reste intéressant. Donc officiellement, c'est les 30 entrepreneurs de moins de 30 ans au parcours. Non, les 30 personnes de moins de 30 Personne, ans, pas ouais. que des entrepreneurs, qui ont eu un des parcours les plus inspirants de France. Donc en toute humilité, je dirais qu'il y a des milliers de personnes au-dessus de moi. Puisque voilà, j'ai un parcours intéressant, mais pas non plus. Enfin, si, ok, c'est cool quand même. Voilà, je vais pas non plus. Faut que je me la pète un peu, quoi, hein. Mais je veux dire, c'est très cool. Je vois pas comme une fin en soi. C'est trop cool parce que j'ai pu rencontrer plein de monde. Je pense que effectivement, moi, je suis un entrepreneur qui est pas commun puisque on s'attaque à la ménopause. C'est un sujet où personne n'est vraiment allé. On attaque du hardware, donc de l'industrie. C'est très très lourd, c'est très coûteux, très compliqué d'un point de vue logistique, etc. On fait du made in France. On embauche des adultes en situation de handicap. En fait, on s'est pris le cocktail de difficulté le Ouais, plus badass. le Et on niveau est là en hard. mode depuis 4 ans à faire de l'entrepreneuriat, alors que déjà c'est compliqué. Et nous, on a le niveau extrême, on est en mode hardcore. Et si j'en ai parlé sur un post il n'y a pas longtemps sur mon LinkedIn, c'est peut-être parce que on a ce cocktail explosif de difficultés qu'on est encore là, puisqu'on a réussi à soulever des barrières à l'entrée qui au final nous permettent d'être les seuls à récolter le fruit de notre travail. Et donc je pense que ça reste intéressant aussi de se dire ne pas être un peu original, quoi. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, on manque d'originalité. Ce serait cool qu'on aille plus loin, quoi. Ce serait cool qu'on aille sur d'autres thématiques, qu'on explore en fait, et de pas aller vers là en ce moment c'est l'arc IA, donc tout le monde fait de l'IA, mais au final il y a aussi d'autres secteurs super intéressants et je pense que ceux qui sont opportuns peuvent aller très loin. Et donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que Forbes m'a remarqué, puisque voilà, c'est pas commun voilà, de traiter un sujet comme le mien. Ouais, c'est assez génial. La première fois que je te vois, d'ailleurs, j'entends parler d'Atana, c'était à la télé lors du Mm. CES de Las Vegas 2024, c'est Ouais, janvier moi j'ai fait 2024 et 2023-2024 j'ai fait. Ouais. 2023-2024. Ouais, je pense que ça doit être énorme de se retrouver là, de participer à un tel événement. Ouais, non, énorme, énorme, énorme. C'était fou. J'étais parti avec la région Hauts-de-France parce que moi, j'ai créé ma société à Lille. Et donc, j'étais parti avec la région Hauts-de-France faire le CES de Las Vegas. Donc, extraordinaire. Ouais, on le Voilà, rappelle, ouais, c'est le plus gros rendez-vous ouais, technologique ouais, du ouais. monde entier C'est qui se ça. tient chaque année. Ouais, le plus gros salon du monde Mm. international. C'est the place to be pour n'importe quel entrepreneur dans mon sujet. Parce que, bon, le CES, c'est le Consumer Electronic Show. Yes. Donc, que pour, logiquement, de l'électronique. Au final, pas du tout. Il y a des SaaS de partout qui nous pourrissent la vie. Mais beaucoup de projets hardware aussi. Et voilà, bon, je voulais vraiment y aller parce que les États-Unis, ça reste le berceau de l'innovation. Ils ont quand même un marché ultra intéressant qui est un goal pour beaucoup, même si c'est pas forcément une fin en soi, encore une fois. Mais moi, j'étais intéressé d'aller aux États-Unis. J'étais jamais allé, je voyageais pas énormément. Et donc, j'ai pu explorer outre-Atlantique. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai pu faire la rencontre d'un Coréen qui m'a dit, mais le produit que tu vends pour la ménopause, là, qui fait du froid, en fait, tu vas le vendre en Corée pour la chirurgie esthétique. Tu vas le vendre en Corée pour la beauté, etc. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bah si, bah, ok, tu viens. Allez, on te passe une bourse de 150 000 dollars. Tu vas aller essayer le marché coréen. Et donc là, c'est pour ça qu'on a une filiale en Corée. Donc tu vois, c'est quelque chose qui a vraiment servi. On a des contacts de distributeurs qu'on est prêt à actionner une fois qu'on a des capacités de production qui sont grandes. On a rencontré plein d'autres entrepreneurs qui sont aussi français. Bon, parce que du coup, c'est un collectif, on est beaucoup entre Français aussi là-bas. Et il y a les meilleurs entrepreneurs, entre guillemets, de la France. Donc on se retrouve aussi, on se fait des potes, on se fait des connaissances, on réfléchit à des thématiques communes et tout, c'est très très cool. Ouais. Et récemment, tu as aussi participé à Qui va être mon associé, qui a été Ouais. diffusé il n'y a pas très longtemps. Mm. Comment tu t'es senti d'être devant ces cadres-là,
d'être devant ces grosses têtes, ces Ouais. géants, parler de ton projet, de ce que tu aimes après tout le travail que tu as effectué. Ouais, non, c'était énorme. Kevma, donc qui va être mon associé sur M6, c'était donc l'émission phare de l'entrepreneuriat en France. Chaque entrepreneur veut aller là-bas, autant parce que tu rencontres des investisseurs qui ont un profil de malade, qui peuvent t'aider, qui peuvent te financer. Ça peut aller très, très vite. Et aussi pour l'attraction. Et là, c'est des millions et des millions de personnes qui te voient. C'est un impact. En plus, tu as un temps d'écran de 30 minutes. Donc, tu n'imagines même pas ce que ça représente d'un point de vue visibilité. C'est sous-coté. C'est vraiment le goal pour tous les entrepreneurs, encore plus dans un secteur en B2C. Et globalement, ils m'ont recalé 2 fois. Ils m'avaient Ouais. recalé 2 fois, donc c'est pour ça, là, je rapproche bien le micro pour en parler. Ils m'avaient recalé 2 fois en 2022, 2023 ou 2023, 2024. Ouais, 2023, 2024, ils m'ont recalé et heureusement. Et moi, j'étais dévasté à l'époque, je comptais vraiment sur ça et 2025, ils m'acceptent. Bam, on fait le tournage, donc c'était en octobre écoute, j'étais hyper hypé. Donc voilà, ils ont trouvé que le projet était assez mature, assez original. Ils m'ont accepté, j'ai fait mon pitch. J'ai rencontré donc des gros investisseurs. C'est une séquence qui était vraiment hyper cool pour moi, une belle expérience. J'avais fait énormément de pitch, mais pas comme ça. Tu tournes ta tête, il y a 50 cadreurs. Tu es là comme, ok, d'accord, bon, il fait un peu froid, ça fait toute la journée que tu attends. Donc j'avais hâte de vivre ce moment et d'en finir et d'avoir les résultats. Et au final, ouais, j'ai fait mon pitch, le produit a intéressé, j'ai pas eu une remarque qui est négative. Donc les investisseurs très bienveillants, avec des bons conseils. Comme vous le savez, je pense pour ceux qui regardent le podcast ou qui écoutent le podcast plutôt, bah, j'ai eu un deal avec Alice. Elle m'accompagne beaucoup, elle m'aide. C'est quelque chose de vraiment une super expérience et je souhaite à tous les entrepreneurs de pouvoir participer à ce genre de mise en lumière. Et moi, voilà, ça nous a beaucoup apporté. Ok, vraiment, c'est ultra cool. On le rappelle, il est là, l'appareil, enfin le dispositif ERA. C'est plus de 30 prix en France et en Ouais, ouais. international. Bah, un peu moins quand même, je crois plus, en 25, un truc comme ça. 25, Ouais, ouais, ouais. on n'est pas très loin. Et On n'est pas à 5 je près. pense dans les locaux du coup d'Atana, il y a un mausolée. Je poucave, il y a un mausolée carrément Ouais, on peut avec mettre une tout, photo là. oui, avec, ouais, je vais mettre une photo avec tous les prix remportés par ERA. Du coup, est-ce que tu peux nous réexpliquer le fonctionnement, Ouais, comment bah, ça je vais te marche réexpliquer justement. Donc en fait là, on se retrouve avec ERA, donc un appareil très, de très, très, très joli packaging en ouais, passant. commandé. Ah, c'est très, très beau, hein. Non, mais je veux dire, voilà, ERA, donc un appareil de cryothérapie portable. Donc là, pour ceux qui sont vifs, vous avez remarqué qu'il y a un chargeur. Donc ça se recharge par USB-C. Et donc c'est un peu comme un glaçon électronique. Là, vous allez allumer l'appareil, donc aller du bouton on-off. Après, vous allez régler un niveau de température, donc 5 ou 10 degrés. Et cette plaque, elle va devenir très froide, donc elle va descendre à 5 degrés. Et après, vous l'appliquez sur une zone thermosensible. Là, dans le studio, il fait chaud. Ça fait vraiment du bien. On sent direct le froid qui soulage, qui donne un coup de frais. Et donc, ça fonctionne comme ça. Donc, il y a une batterie à l'intérieur. C'est assez léger. Et voilà, ça se met dans un sac à main assez facilement. Donc voilà. En Après, on ter- va réfléchir à plusieurs designs pour d'autres marchés, pour explorer tout ce qui est récupération musculaire, canicule, migraine. Donc voilà, on n'est pas notre premier produit, on va en faire plusieurs. Et du coup, voilà, globalement, pour ceux qui se demandaient. Ok, en termes d'autonomie, on est sur combien de temps Ouais, d'utilisation? on est sur une autonomie du coup qui est de 50 sessions de soulagement, donc ça Ok. peut dépendre. Pour une femme qui a des bouffées de chaleur de la ménopause, qui en a 15 par jour, bah, elle va le tenir pendant 3 jours. Pour une femme qui en a un peu moins, elle peut aller jusqu'à 5-6, ça peut dépendre, mais globalement une autonomie de 3 jours minimum, avec un froid qui va de 5 à 10 degrés, donc c'est très froid. Et vraiment, on a développé ça avec des médecins. On a développé des fluctuations thermiques qui permettent de sensibiliser les nerfs thermorécepteurs de l'hypothalamus, qui est la région du cerveau qui est responsable de la perception de la température. Et c'est vraiment ça qui nous permet d'être efficace. C'est vraiment ça. Et si je peux juste dire un truc, Yes. c'est un peu comme avant de vous baigner dans la mer froide ou dans une piscine froide. Pour habituer votre corps thermiquement, vous allez mettre un peu d'eau sur la nuque. C'est le même Ok. procédé. On utilise ce même système. On va adresser un peu de froid sur une zone thermosensible pour shut down la température du corps. Ok. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de thermoélectricité Ouais. et de cryo. Est-ce que tu peux entrer un peu plus en profondeur dans comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour générer du froid, justement, sur un petit dispositif comme ça? C'est pas un frigo, c'est Ouais, pas un glaçon ouais, ouais. intégré. Je pense il y a des Donc, gens donc qui. globalement, la technologie est basée sur la thermoélectricité.
une technologie qui a été inventée par Jean-Charles Atana-Pelletier. Donc, le nom Atana Ah, vient d'où du physicien français Ok. Atana-Pelletier. Et c'est ce qui nous a. Donc, c'est une technologie qui nous permet de tout simplement de brancher une petite plaque en céramique avec des jonctions en cuivre à une batterie, de créer une différence de température. En fait, la température va osciller à l'aide du cuivre à l'intérieur du petit module et on va créer une différence de température. Nous, toute notre innovation, elle repose dans la dissipation thermique. Donc, c'est-à-dire que c'est un système aérodynamique avec des ventilateurs à vortex et des radiateurs qui nous permettent d'extraire de l'air chaud de manière optimale et de pouvoir pousser le froid à fond. Ok. Et on le rappelle, le dispositif, il est produit en France, entièrement en France. Pourquoi avoir fait ce choix, surtout dans une époque aujourd'hui où tout est fait en Chine, c'est plus facile, c'est plus rapide? Ouais, alors la France, pour nous, ça a été un choix très important. En fait, on s'est dit que technologiquement parlant, avec une innovation brevetée à l'international et tout, il fallait qu'on contrôle notre moyen de production. Et rien de mieux que l'avoir à côté de chez soi. Donc nous, on est dans les Pays de la Loire, à Cholet et à Gugan. On a nos moules industriels qui ont été usinés en France. On les exploite en France avec du plastique qui est recyclé. On a notre chaîne d'assemblage qui est à Cholet, juste à côté, où l'intégralité de nos assembleurs sont des adultes en situation de handicap. On a voulu avoir un aspect environnemental et social performant qui a une belle synergie. Et pour nous, la France, c'était important d'un point de vue engagement parce que j'aime mon pays et je veux le développer. On sait qu'une des grosses lacunes françaises, c'est la partie industrie. On se perd totalement, on délocalise en Asie. Là, avec les tensions géopolitiques, s'il y a un problème, un jour, on sera bien dans les problèmes si jamais bah, les États-Unis refusent de nous donner certains produits de leur industrie, parce qu'on a compté sur eux. Pareil pour la Chine, on a délocalisé la production de Doliprane, enfin une aberration. Donc pour moi, c'était important que d'un point de vue industrie, ça se passe en France. Et c'est aussi important pour moi de contrôler la production. Comme un projet complexe, une ligne de production, quand on la met en place et qu'on a peu de budget, il faut la modifier tout le temps. C'est-à-dire que hop, on change un petit détail, un petit détail, un petit détail. Et donc cette proximité, elle est aussi hyper importante pour pouvoir justement jongler entre optimisation et performance. Donc, pour pouvoir itérer lors du Exactement. process de R&D. Ça, c'est Mm. vraiment super. Et du coup, pourquoi, enfin, économiquement parlant, ça te rajoute forcément du coût? Économiquement parlant, ça me rajoute du coût. Il y a aussi quelque chose de hyper important à savoir, c'est que d'un point de vue avantage commercial, c'est pas un avantage commercial de faire en France. Le consommateur, lui, veut moins cher. Et donc, c'est vrai que nous, c'était un pari qu'on avait fait à l'époque et on pensait vraiment que d'un point de vue commercial, ça allait mieux fonctionner, que les gens allaient être sensibles à ça. C'est pas forcément le résultat qu'on espérait. En fin de compte, on arrive à gérer nos marges. On a des clients qui sont engagés, on a des clients qui sont contents. Donc, ça nous permet d'exister, même si on est conscient que produire en France plus tard, ça va rester un défi. Donc, on va voir comment on peut faire pour améliorer la chaîne de production, pour être plus efficient, efficace, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Après, on ne va pas produire en Chine pour vendre en France. Bah, on ne va pas produire en France pour vendre en Chine. Donc, quand on va vendre au Japon, en Corée, etc., moi, le but, c'est d'avoir une chaîne de production qui est également localisée au plus près du lieu où on le vend. Donc, c'est pas maintenant, mais plus tard, c'est pas dit qu'on aille aussi créer des postes de production annexes pour des petits volumes dans différents endroits pour respecter le fait de circuits courts, enfin, si on peut dire ce terme-là. Donc voilà globalement d'un point de vue industriel comment ça se passe. Ok. Et on le rappelle, ils sont produits dans les Pays de la Loire, à Ouais, Cholet, par une association qui s'appelle Amipi, ouais, la Fondation Mipi, ouais. ouais, et Mm. qui embauche des personnes en position de handicap, en situation de handicap. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc on embauche des adultes en situation de handicap donc on embauche des adultes en situation de handicap avec Amipi et pour nous c'était pareil. Une solution qui nous permet d'augmenter notre valeur sociale, notre impact social, avec franchement, ceux qui pourront regarder sur mes réseaux sociaux, vous allez voir que enfin, c'est une Ouais, équipe là, il y a des fantastique. En images, on fait, peut voir des images exactement, de l'usine où tu es, où exactement. tu inspectes l'opérateur. Là, on voit l'opérateur là. Ouais. Et la communication, ça se passe bien. Super bien. En fait, c'est justement quelque chose qui est très sous-coté. Donc, on pense que des personnes en situation de handicap ne sont pas forcément capables de faire des tâches complexes, alors que c'est tout le contraire. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément. Nous, on parle pas de personnes en handicap physique. Ouais. C'est plus dans le mental.
Donc, c'est plus voilà, des personnes qui ont effectivement des petits problèmes. Après, d'un point de vue industriel, ceux qui bossent dans mon usine, Ouais. ils sont hyper efficaces. Et en fait, c'est justement, je pense que leur incapacité à être à 100% d'un point de vue mental, puisqu'ils voilà, ils ont des déficiences, etc. C'est ce qui est aussi une qualité, puisqu'ils sont enfin, moi, typiquement, c'est un petit exemple, mais j'avais un opérateur qui, voilà, qui était un peu borné. Il avait une idée en tête, il l'avait pas ailleurs, et donc voilà, il fallait qu'il soit parfait. Et donc, c'était cette perfection, limite, c'était trop. Je dis, là, le produit, il est nickel, t'inquiète. Et non, lui, il voulait que ce soit parfait. Et donc, voilà, derrière, c'est chacun a son. A, Son mécanisme, exactement, sa voilà, sa façon de façon de faire. vivre, etc. Et lui, en l'occurrence, c'était la perfection avant tout. Et je pouvais lui dire stop, il n'arrêtait pas. Et voilà, il voulait que ce soit parfait. Et donc, moi, derrière, si je peux en plus faire travailler des personnes qui travaillent super bien, qui ont besoin de ce travail-là parce qu'ils seraient tout le temps à la maison, ils ne pourraient rien faire puisqu'ils ne peuvent pas avoir un travail normal, entre guillemets, bien sûr. Moi, pour moi, je suis super content. Après, d'un point de vue volume, nous, là, on a quand même des bons volumes. On a une capacité de 5000 appareils par mois, donc c'est quand même Ok, énorme. ouais, c'est énorme. Nous, si demain on devient géant et qu'on a des centaines de milliers de ventes, bah, effectivement, là, on devra automatiser une partie, on devra faire intervenir d'autres personnes. Mais d'un point de vue plus petit, moi, je suis très content de travailler comme je le fais aujourd'hui. Ok, super. C'est quoi ta vision aujourd'hui de l'espace entrepreneurial, de cet écosystème entrepreneurial en France? Moi, écoute, l'entrepreneuriat en France, je le vois d'une bonne manière. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent, beaucoup de moins jeunes aussi, c'est top. Il y a beaucoup de sujets, là, l'IA nous permet quand même de faire des choses extraordinaires sur plein de sujets différents, donc je vois que la médecine augmente très, très vite, que la technologie augmente très, très vite, et cetera. Moi, c'est plus cet aspect de crise économique que je perçois un peu mal, parce qu'on s'est tapé le covid. Maintenant, on se tape quand même une crise. D'un point de vue géopolitique, il se passe des choses qu'on imaginerait, enfin qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années ou quelques mois. Là, en l'occurrence, on est en janvier 2026, donc il y a plusieurs tensions d'un point de vue pays qui Ouais, étaient copains avant. géopolitique et Donc en tout. fait, moi, je suis juste en mode, je trouve que d'un point de vue géopolitique et politique française, on a quand même des sujets qu'on pourrait améliorer. Et on n'est pas dans la meilleure période pour motiver nos jeunes à entreprendre. On n'est pas dans la meilleure période pour que des dizaines de milliers de startups poussent du jour au lendemain. Ouais. Faut savoir qu'il y a plus de personnes, enfin là, il y a de moins en moins de startups qui sont créées, il y en a de plus en plus qui se crashent, c'est quelque chose qui est une fatalité, c'est dramatique, mais derrière j'espère qu'on trouvera un bon équilibre. Donc moi, la vision de l'entrepreneuriat à ce moment-là présent, pour moi c'est top, il y a des belles histoires. Maintenant, c'est un parcours du combattant et c'est de plus en plus dur de se lancer. Ouais, et pour soutenir cet écosystème, généralement, je pense, euh, récemment, tu as lancé un projet qui s'appelle le GUGE. Ouais. Pour aider les jeunes entrepreneurs, justement, ceux qui veulent se lancer, sécurité, un peu dans ta position à toi, dans tes tout débuts. Tu peux nous en parler et nous dire Exactement, en quoi ça exactement. Donc j'ai consiste. j'ai lancé le GUGE. Le GUGE, c'est le guide ultime du jeune entrepreneur avec deux autres potes à moi qui ont chacun des boîtes de fous, etc. Sur d'autres domaines. Donc il y en a un qui a un logiciel, moi je suis dans le hardware, il y a un autre qui est dans le B2C, dans le B2B, etc. Sur un accessoire de lecture. Il fait des dizaines, même des centaines de milliers de ventes. Enfin, je sais pas, c'est un truc de fou. Et donc on a décidé tous les trois, à la suite d'une invitation à l'Assemblée par un député. Donc on s'est fait inviter à l'improviste par un député, on s'est rencontrés là-bas. Et ce député disait, bon les gars, on était 40, il dit, les gars, et les filles bien sûr, on a un problème, les jeunes Français veulent plus entreprendre ou on comprend pas les rouages de l'entrepreneuriat en France pour les motiver, aidez-nous, donnez-nous plusieurs idées. Et donc il y a eu plusieurs idées, il y en a un qui a créé un concours 25 under 25, donc il y a eu le 30 under 30, il y en a un qui a créé le 25 under 25 pour les plus jeunes. Il y a également un projet de loi pour faire passer l'entrepreneuriat obligatoire au lycée, ça peut être super. Et moi, j'avais l'idée, avec mes potes que j'ai rencontrés là-bas, de créer le guide ultime jeune entrepreneur, donc un guide de 30 chapitres avec 30 vidéos où on fait intervenir que des entrepreneurs de moins de 30 ans qui ont percé dans leur domaine, qui habituellement ne donnent pas l'heure à des organisations comme la French Tech ou BPI pour justement créer des espèces de formations, etc. Mais comme nous, on est jeunes, on sait comment leur demander, comment les Comment emmener avec communiquer nous, avec voilà. eux? Et on a créé cette formation.
On fait payer aucun jeune. C'est une formation qui est gratuite pour eux. On la commercialise aux écoles de commerce, parce que je pense que c'est important que les écoles aiguisent leurs compétences pour donner une formation meilleure à leurs jeunes. Et donc, nous, on a une vision qui est de donner l'accès à l'entrepreneuriat chez les jeunes et à des techniques qui sont vraiment super, super enfin, complètes. Et je trouve que en France, il y a tout pour passer de 1 à 100. Pour emmener une boîte de 1 à 100, il y a tout. Il y a la French Tech qui fait un boulot monstre, il y a la BPI, super, il y a Pépite, il y a les réseaux entreprendre, il y a des prêts d'honneur, il y a des financements de la BPI. La BPI, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils financent des startups. Enfin, franchement, c'est gros respect à eux parce que c'est incroyable. Mais par contre, de 0 à 1, il n'y a personne pour moi. Il y a Internet qui peuvent guider les jeunes, mais ça reste très, très minime. Donc nous, on a créé vraiment une formation pour passer de 0 à 1. Quand on est intéressé par l'entrepreneuriat, mais qu'on n'y connaît rien, nous, on informe, on donne des techniques, on donne des méthodes pour commencer petit à petit à se mettre dans l'entrepreneuriat et à décoller par la suite. Et nous, notre but, c'est de passer le relais à des instances de l'État qui font le boulot très très bien. Et donc voilà, vous pouvez voir sur les réseaux, ça s'appelle le GUJ, le guide Ok, ultime de on, l'entrepreneur. on vous mettra les liens dans la description pour Yes. ceux qui veulent suivre sur les réseaux. Je pense qu'il y a un groupe WhatsApp aussi. Il y a un groupe WhatsApp, on vous mettra les liens, ouais, effectivement, pour ceux qui sont intéressés. D'accord, super. En tout cas, Tadé, c'était un plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Euh, Tony. pour que tu nous partages du coup tout ce que tu as fait, nous raconter un peu ton parcours qui est très très loin d'être typique, d'être classique. Ouais, Et c'est ça qu'on fait ici dans The Open Source Show. C'est voilà, recevoir des gens qui vont partager, aider. Et on te souhaite juste le meilleur. Et je pense qu'on va se revoir forcément une prochaine fois, surtout pour parler trop cool. plus en détail du GUJ, pourquoi pas. Je mets donc tes réseaux en description pour ceux qui veulent le suivre, suivre ses actualités, voir l'évolution du coup d'Atana. Et on arrive à la fin de notre émission aujourd'hui. C'était avec Tadé Caron. Nous sommes très très contents de vous voir nombreux grandir chaque jour sur notre chaîne. Ça nous permet aussi d'avoir des invités de ce calibre et de pousser plus loin, de vous apprendre plein de choses. C'était Monsieur Tony pour The Open Source Show.